Nouvelle édition de l'économie en question, Dominique Rousset en compagnie de 4 experts réunis dans notre studio pour leur demander de commenter l'actualité économique de la semaine, de l'éclairer s'ils le veulent bien par des références à la théorie économique, d'opposer ou de rapprocher leur point de vue en nous aidant à nous faire le nôtre. Nous avons choisi comme à l'accoutumée 2 sujets pour notre discussion en France et à l'étranger et puis nous réserverons une 3e séquence à de courtes actualités dites invisibles que nos invités ont repérées pour nous et qu'ils souhaitent nous signaler. Notre premier sujet, c'est une actualité très, très ponctuelle. C'est la 7e édition des Rendez-vous de la Méditerranée. Cela se passe à Marseille, ce samedi 15 octobre. Débat devant un public nombreux, on peut en témoigner, autour de thèmes variés, les limites du capitalisme captateur, la sécurité alimentaire et la santé, les attentes de la jeunesse, la transition économique, l'intégration régionale. Cette année plus encore que les précédentes, dans le contexte bien sûr des soulèvements de ce début d'année 2011 et de leur suite, les interventions des personnalités invitées, dont plusieurs politiques et chefs d'entreprise seront suivis avec attention. Nous en parlons dans un instant. Notre deuxième sujet, autre débat, mais ceux-ci sont au Parlement et ils portent sur le projet de loi de finances. Nous revenons sur le déficit de l'assurance maladie, dont le gouvernement, par la bouche de Valérie Pécresse, assure qu'il sera, ce déficit, divisé par 2 entre 2010 et 2012. Des améliorations, c'est vrai, mais les comptes restent dans le rouge. Agir, bien sûr, tout changer, peut-être, mais comment? Les mesures annoncées, qui font d'ailleurs réagir vivement les mutuelles, sont-elles les bonnes? Analyse et commentaires. L'économie en question sont avec nous aujourd'hui. Patrick Artus, directeur d'études chez Natixis, Nicolas Bavray, historien et économiste, Xavier Timbaud, qui est chef du département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques, et bien sûr Olivier Pastret, professeur à Paris 8, avec qui nous avons préparé cette émission et qui l'introduit tout de suite. Bienvenue à tous. Olivier Pastret. Oui, le lien entre les 2 sujets est facile à faire. Méditerranée et déficit de l'assurance maladie, c'est Fernand Reynaud qui la faisait. Les étrangers mangent le pain des Français. Alors certains disent que les Français d'origine étrangère, en particulier ceux du sud de la Méditerranée, profitent indûment des transferts sociaux. Il y a heureusement des études très sérieuses qui ont été faites qui ont montré que le solde des cotisations et des prestations de cette population était au contraire très favorable à l'économie française. Alors commençons par l'assurance maladie. Un rappel et quelques chiffres. Le rappel, c'est celui concernant les grands modèles de transferts sociaux. Il y a en gros 2 grands modèles de transferts sociaux dont fait partie l'assurance maladie. Le système bismarckien qui caractérise l'Europe continentale. Dans ce système, les transferts sociaux sont des revenus différés dont le financement revient nécessairement aux salariés. Deuxième modèle, un peu à l'opposé, le système beveridgien, du nom de William Beveridge, qui a été ministre du Travail en 1941 et qui, pour lui, considérait que les transferts sociaux étaient un moyen d'assurer aux moins bien lotis des ressources minimales. Et donc, ceci nécessitait un financement par l'impôt. Tout le monde devait cotiser et il n'y avait pas de rapport entre les cotisations versées et les prestations reçues. Quelques chiffres qui font froid dans le dos concernant l'économie de la santé. En France, les cotisations sociales sont très élevées. 55% du salaire moyen contre 40% en Allemagne, 20% en Angleterre et 11% aux États-Unis. Les médicaments sont surconsommés. Le chiffre d'affaires consommé par chaque Français est de 284 € par habitant contre 244 en Allemagne et 200 au Royaume-Uni. 40% en moins. Et puis, dernier chiffre, les Français sont plus souvent hospitalisés, 251 sur 1000 contre 141 en moyenne dans les pays de l'OCDE, 1 sur 2. Alors, voilà pour l'assurance maladie. Si on passe maintenant à la Méditerranée, je cite le livre de Kervasdoué sur la santé qui sera sur le site parce que c'est de ce livre que j'ai tiré quelques-uns de mes chiffres. Sur la Méditerranée, le sud de la Méditerranée pour l'Europe n'est pas une menace, c'est une chance. Et pour le prouver, je vais prendre un autre Fernand Braudel.
après Fernand Reynaud, 1902-1985, qui a révolutionné la discipline historique et profondément marqué la science économique. 2 grands apports conceptuels au travers de 2 grands livres. Le premier, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Le titre même de ce livre montre l'originalité de la pensée de Fernand Braudel. C'est pas Philippe II qui est en premier, c'est la Méditerranée. Il ne personnifie pas l'histoire, il essaie d'analyser les grandes tendances, il ne met pas le projecteur sur le politique, mais plutôt sur l'économique. Deuxième grand livre, deuxième grand idée, civilisation matérielle, économie et capitalisme du XVe au XVIIIe siècle. Le capitalisme n'est pas une idéologie, mais un système économique patiemment construit par des conflits de pouvoir. On en a la preuve aujourd'hui, on a fait du tout marché une idéologie. Les gouvernements des pays des 2 rives de la Méditerranée feraient bien de relire Fernand Braudel. Les pays du Sud, il faudrait qu'ils croient un peu moins dans le politique et plus dans l'économique, et le gouvernement des pays du Nord, il ferait mieux de croire un peu moins au marché et plus à la volonté politique. Voilà, sur la Méditerranée, 3 livres remarquables qui seront sur le site, celui d'Abderrahmane Adjenasser, d'Akram Belkaïd et d'Hakim El Karoui. Vous trouverez tout ça sur le site. Ce sont tous les 3 de très bons livres. Merci Olivier Bassereau. On va démarrer effectivement avec sur la Méditerranée, donc ces rendez-vous de la Méditerranée à Marseille ce week-end. Juste, j'aimerais peut-être pour l'introduire citer Georges Corne. Georges Corne, vous connaissez les uns et les autres bien entendu, grand économiste, qui est le 26 mars... Ancien ministre des Finances du Liban. Du Liban, absolument. Qui le 26 mars 2010, lors d'une autre rencontre du Cercle des économistes arabes, car il existe aussi un cercle des économistes arabes, avait fait cette déclaration. On s'intéresse très souvent et presque exclusivement à ces pays dans leur rapport à l'islam. On analyse toutes ces difficultés autour de l'islam et d'éventuelles conséquences négatives. Et l'on oublie le facteur économique. Cet oubli est d'autant plus regrettable qu'il est parfois très largement à l'origine des tensions, des violences, de l'instabilité. Ce facteur socio-économique, économique et social donc. Et on voyait bien qu'il avait prévu ce qui pouvait suivre. C'est de cela que l'on peut partir. Qu'est-ce qui est nouveau? Et je sais que Patrick Artus a souvent assisté à ces rencontres de la Méditerranée, et vous avez tous, avec Olivier Passeret d'ailleurs aussi, peut-être Nicolas Bavray, mais que voulez-vous dire sur ce qui est nouveau cette année dans cette confrontation des pays des rives nord et sud, après les événements que l'on sait? Je crois que c'est pas tellement Nicolas la confrontation des rives nord et sud. Ce qui est nouveau, c'est, j'allais dire, quelque chose qui n'est pas du tout ni chez Braudel ni ailleurs. C'est exactement l'inverse de Braudel, c'est-à-dire c'est le primat du politique sur l'économique. C'est-à-dire que on a eu une révolution de la jeunesse des pays dits arabo-musulmans, même si cette expression est d'ailleurs pas très heureuse. Évidemment, il y a un malaise de l'emploi puisqu'il y a des taux de chômage qui sont gigantesques, mais et c'est indépendant du destin de ces révolutions. On est obligé de voir que, alors qu'on avait longtemps dit que c'était des pays qui étaient à la fois perdus pour la démocratie et deuxièmement qui étaient entièrement dans les mains des islamistes, on a des jeunes qui sont descendus à main nue contre parfois des chars d'assaut pour défendre la liberté et pour se battre contre la corruption et contre des gérontes. Alors ça, c'est quand même et ça, c'est vraiment ça la surprise. Donc elle est politique. Alors maintenant, où est-ce que ça va ? Il faut regarder pays par pays parce que c'est effectivement très différent. Donc en Tunisie, les choses se stabilisent de manière plutôt bonne et on a un vrai espoir de voir la croissance se rétablir. Tunisie, dont je n'ai pas mentionné qu'ils étaient à la veille d'élections importantes, le 23 octobre prochain. C'est par là, c'est pour ça que je commençais, c'est par là que chronologiquement que ça a commencé. En Égypte, à l'inverse, les choses prennent une très mauvaise tournure avec un accord implicite entre l'armée et les frères musulmans. On a 2 pays en guerre civile, Libye et Syrie. Et puis, on a enfin des monarchies, Maroc ou monarchie du Golfe, qui font un espèce de mélange entre réforme, répression, pour essayer de tenir la balance. Et un dernier pays qui est l'Algérie, qui a été pour l'instant protégé en fait des troubles par la mémoire de la guerre civile qui a laissé des traces épouvantables et par le fait que grâce aux matières premières, l'Algérie, pour l'instant, dispose de revenus conséquents, même s'ils sont très mal distribués. Donc voilà un peu le tableau général. C'est donc la politique qui prime. Alors, ce qui ne veut pas dire que l'économie n'ait pas un rôle à jouer. Bien sûr, par exemple, pour la Libye, au fur et à mesure que les opérations militaires s'achèvent, va se poser la question du gouvernement et de l'aide économique à apporter pour la reconstruction de ce pays. Quand on prend, par exemple, par ailleurs, des pays comme la Tunisie,
l'économie se reconstruit par la classe moyenne, une classe d'entrepreneurs que ce pays a la chance d'avoir contrairement à d'autres. Quand on prend le Maroc, il y a une politique économique qui est aussi extrêmement intelligente, avec quelques pôles de développement remarquables, dont Tanger, qui devrait devenir, si cela continue, un pôle de développement, et si le Maroc arrive à se stabiliser, un pôle de développement remarquable. Et à mon avis, Tanger va devenir un des très grands ports de la Méditerranée. Ce dont Marseille peut s'inquiéter. Achever d'enfoncer Marseille, qui par ailleurs accueille ces rencontres de la Méditerranée. Et s'enfonce malheureusement même sans ça. Mais vous avez dressé le contexte politique de Nicolas Babré. Vous n'avez pas tellement repris les propos de Georges Corne qui plaçait l'économique et le social en premier lieu. Patrick Artus. Oui, c'est assez intéressant de le regarder sous un angle économique parce que ce qui pourrait tromper, ça n'aurait été de regarder que la croissance du produit intérieur brut, qui était forte dans tous ces pays. Je veux dire, on avait des croissances en Tunisie qui étaient 3, 4, 5, 6% suivant les années, en Égypte 7, 5, 5, enfin. Donc c'est des pays à croissance forte. Simplement, il faut aller plus loin dans l'analyse de la structure économique de ces pays. Ce sont des pays qui sont extraordinairement concentrés autour d'un tout petit nombre de secteurs. Parfois de façon extraordinaire. Enfin, le pétrole en Algérie, c'est 95% des exportations, enfin le pétrole et le gaz. La Libye, bien entendu, aussi pétrole-gaz. La Tunisie, le tourisme. Le Maroc, c'est un pays un peu plus diversifié, mais quand même un poids de l'agriculture très important. Deuxièmement, c'est des pays où l'équilibre dépend beaucoup de rapatriement d'économie des immigrés du pays. Dans certains cas, c'est 10% du produit intérieur brut. Et on a quand même une maladie qui est assez commune et connue dans tous les pays qui dépendent d'un secteur fort, surtout quand c'est des matières premières, qui est la bataille pour la rente associée à la production de ce secteur fort. Et cette bataille, à mon avis, est une des causes en tout cas de ce qui s'est passé ce printemps. Ce sont des pays qui ont fait d'énormes investissements dans l'éducation supérieure. Si vous regardez tous les pays du nord de l'Afrique, au sud de la Méditerranée, les dépenses d'éducation supérieure ont augmenté de 20% par an toutes ces dernières années. Il y a une hausse considérable du nombre d'étudiants inscrits à l'université. Et ensuite, après une ségrégation tout à fait claire, les enfants de la nomenclatura qui ont accès à la rente liée à la production dominante du pays, et les autres qui n'ont pas accès à la rente et qui sont totalement sous-qualifiés ou qui restent chômeurs et qui n'ont pas accès au marché du travail. Donc en fait, là, c'est malheureusement typique, et on pourrait parler aussi d'autres pays africains, on a ce même problème. C'est les malheurs de la prospérité liés à un secteur fort et profitable, et le conflit pour accaparer, c'est la rente qui vient de ce secteur. C'est bien la marque que c'était des révolutions politiques, parce que si on regarde par exemple les indicateurs macroéconomiques, la Tunisie était un pays qui paraissait qui avait de bons indicateurs, extrêmement bien géré, mais qui n'empêchait pas qu'il y avait une gérontocratie, un degré de corruption. Mais voyez, moi je crois que ce qui est quand même central, c'est ce qui rend ces pays apparemment en bonne santé en réalité fragiles, c'est la très insuffisante diversification de l'activité économique. Il n'y a pas assez de secteurs forts. Et donc, quand il y a un secteur fort qui, en plus, génère des rentes, on sait qu'on fabrique ce type de situation politique. Alors, peut-on imaginer que les choses vont évoluer avec de nouveaux gouvernements, l'avis de Xavier Timbaud? Je rappelle qu'en Tunisie, on vient de proposer l'acte 1 de la révolution. L'instance des réformes est intervenue. Peut-être qu'on y reviendra plus en détail avec Olivier Pastré aussi. Xavier Timbaud. Je pense que le mot-clé dans l'histoire, c'est la corruption. Et on peut relier la corruption à la structure de ces économies, en disant comme effectivement elles sont monosectorielles ou basées sur l'exploitation de ressources, qui est encore pire qu'en fait une économie monosectorielle, parce que dans ce cas-là, la rente est exactement et uniquement tout le processus de création de richesse. Alors que même quand c'est un secteur aussi concentré que le tourisme, il y a quand même besoin d'un entrepreneuriat derrière ce tourisme, et donc la rente existe, mais elle est nécessairement moins grande. Mais le problème de cette société, c'était la corruption. Derrière la corruption se cachait un problème de répartition, pas simplement de la rente, mais aussi des richesses. Et effectivement, dans des sociétés qui avaient fait des efforts d'éducation importants, on est arrivé à un moment où tout ça est apparu intolérable à des gens éduqués, et on peut espérer que ce soit ça le mécanisme qu'il y a derrière. En prospective, ce qu'on peut espérer, c'est que le mouvement politique aille contre la corruption et arrive à des résultats en la matière. Maintenant, la structure des économies, elle restera la même. La Libye restera indépendante du pétrole pendant très longtemps, l'Algérie du pétrole et du gaz, la Tunisie du tourisme. Et donc, la question, enfin, le discours de Patrick Artus est un tout petit peu pessimiste, parce qu'il nous dit, en fait, c'est de la rente que vient la corruption.
Et pour beaucoup de ces économies, la rente ne va pas disparaître du jour au lendemain. Alors dans un processus de développement, petit à petit, on peut espérer s'en sortir, mais il y a peu d'exemples de pays qui arrivent à investir intelligemment leur rente pétrolière pour développer leur économie. Alors c'est un des défis. On peut espérer qu'il y aura un primat du politique sur l'économique et que l'absence de corruption dans ces sociétés arrivera à déclencher. D'accord quand même pour la le pays qui corruption. se stabilise, c'était peut-être, très- c'est la Tunisie. La Tunisie, il n'y a pas de rente. Il y a très peu de matières premières. C'est un pays. Et le tourisme, c'est pas une rente, c'est une activité économique avec des vrais clients. Ensuite, on l'organise de la manière qu'on veut. Mais Il y a un aspect rente, c'est la localisation géographique dans un endroit où on veut faire du tourisme. Non, et puis là, non, mais, il y a beaucoup d'endroits où il y a du soleil, de la mer et où il n'y a pas de tourisme. Olivier Et Pastrel. les Je suis Tunisiens pas ont d'accord. réussi à construire un vrai beau développement autour de cette activité. je ne suis pas d'accord avec l'importance Olivier donnée par Xavier Timbaud à la corruption. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a. Mais accessoirement, il y en a aussi en France. Quand on regarde les classements de Transparency, les pays sur la Méditerranée ne sont pas particulièrement mal classés. C'est un problème. Et moi, je crois beaucoup plus que le fondement des difficultés à venir, et il n'y a aucun fatalisme à avoir, le fondement des difficultés à venir, c'est effectivement la spécialisation de ces économies, le manque de diversification de ces économies, à l'exception de la Tunisie. Mais la Tunisie est gênée par le fait que c'est un tout petit marché, qu'il n'y a pas d'intégration économique régionale, point sur lequel j'espère on va revenir. Mais ça, tout ceci ne répond pas à la question posée par Dominique Rousset. Qu'est-ce qui a changé depuis un an moi, je vois ce qui n'a pas changé, c'est-à-dire le côté absolument, je vais pas dire surréaliste, sinon on va me le reprocher, mais le côté accablant du rôle de l'Europe dans ce domaine-là, parce que l'Europe a besoin du sud de la Méditerranée. Elle s'est développée très largement à l'est et très peu au sud, ça c'était pour le passé, et depuis qu'il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, à un juste titre, Nicolas l'a souligné tout à l'heure, les révolutions arabes, l'Europe ne fait pratiquement rien. J'ai lu dans la presse que les pays du Nord avaient été prêts à consacrer 40 milliards d'euros pour aider le sud de la Méditerranée. C'est 40 milliards qui avaient déjà été décidés. Il n'y a quasiment pas un euro en plus. Tout ça, c'est de la tricherie, et l'Europe est dans ce domaine-là, depuis un an, extraordinairement responsable. Parce que si on n'aide pas ces pays à se diversifier, là, on va avoir des gros problèmes, et économiques et politiques. Rappelons que la question posée lors de cette journée des rendez-vous de la Méditerranée, c'est assurer la transition économique. C'est donc bien qu'on espère que ces mouvements vont déclencher quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que dans les précédentes rencontres, on dit que c'est la 7e, je crois, on a très souvent entendu ces pays se plaindre justement du peu d'assistance, du peu de coopération avec l'Europe. En tout cas, ce ne sont pas des choses suffisamment significatives. Donc on peut en attendre quelque chose de nouveau ou pas? C'était effectivement la question que je posais en commençant, Patrick Artus. Oui, je crois que la transition, c'est un mot qu'on avait beaucoup utilisé pour l'Europe centrale, justement, après la chute du mur, où c'était un contexte extrêmement différent. Parce qu'en Europe centrale, on avait des économies qui étaient diversifiées, et où le problème était la gouvernance de l'économie. Et le secteur privé était pratiquement inexistant. Les entreprises étaient mal gérées, l'État était mal géré. Donc en fait, il y avait un problème gigantesque de gouvernance, mais sur un tissu économique, la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, alors pas l'Allemagne de l'Est, on l'a su après, mais enfin, qui était un vrai tissu économique avec des vraies entreprises et une main-d'œuvre formée. Une main-d'œuvre extrêmement qualifiée, qui est toujours le cas aujourd'hui. D'ailleurs, ce que personne ne sait vraiment, c'est que, et on peut le redire, c'est qu'en Europe centrale, la qualification de la main-d'œuvre est supérieure à celle de l'Europe de l'Ouest, dans la plupart des pays. Puisqu'on peut ajouter, c'est qu'il n'y avait pas de doute sur le modèle politique et économique que ces pays voulaient adopter. Et donc, ce qu'on avait appelé la transition, c'était les privatisations, c'était la réforme de l'État, c'était la gouvernance des entreprises, c'était l'introduction des marchés financiers pour allouer l'épargne. Enfin, c'était des problèmes microéconomiques. C'était des problèmes de microéconomie et d'allocation. Alors, qu'est-ce que l'on peut appeler la transition? C'est ça, moi, ce mot transition appliqué aux pays du sud de la Méditerranée, ça me paraît beaucoup plus compliqué, parce que ça a l'air de vouloir dire qu'on va essayer de développer plein d'autres secteurs que les secteurs forts de ces pays, ce qui serait effectivement une très bonne idée. Sauf que l'histoire économique montre que c'est très très difficile. Quand vous avez un secteur naturellement fort, c'est là que la rentabilité du capital est la plus forte et c'est extrêmement difficile de détourner des activités vers les nouveaux secteurs. Il y a un autre exemple typique qui est la Russie. Enfin, je veux dire, la Russie, c'est des matières premières, point, quoi. Je veux et tous les efforts pour fabriquer d'autres industries. Quand vous avez... Donc moi, je suis beaucoup plus sceptique sur l'utilisation de transition, parce que, alors, il peut y avoir une transition politique, effectivement, sur la corruption, sur l'accès égal à l'emploi. Il y a des demandes dans ces pays, du genre le CV anonyme, quoi, des choses assez bêtes, mais qui seraient l'accès égal à l'emploi pour les diplômés, etc. Mais fabriquer une vraie économie diversifiée dans la structure économique de départ de ces pays, c'est quand même extrêmement compliqué.
En tout Vous cas, n'y croyez pas, Nicolas Bavray? Non, c'est pas qu'on y croit, mais en tout cas, ça prend du temps. Et ça, je crois que quand on regarde les choses de manière froide, d'abord, il va y avoir 4 ou 5 années, dans le meilleur des cas, si ça dure que 4-5 ans, ce sera très bien, extrêmement chaotique. Ensuite, l'économie, elle ne peut se développer que s'il y a un minimum de stabilisation politique. Il y a certains de ces pays où c'est en cours, la Tunisie, il y en a d'autres où c'est pas du tout le cas. Le deuxième chose à dire, c'est que c'était d'ailleurs intéressant, c'est que ces sociétés étaient assez closes et en tout cas, il n'y avait pas tellement de rapport entre elles. Or, sur la politique, il y a bien eu l'interdépendance, mais elle n'existe pas sur le plan économique. Donc c'est vrai que le deuxième levier, au fur et à mesure que la stabilisation et l'ouverture s'opèrent, ce serait d'arriver à créer, effectivement, ce que rappelait Olivier Pastré, le meilleur levier du développement dans le Maghreb, ce serait déjà d'arriver à créer un marché régional. Et puis il y a un troisième ensuite élément qui peut bien sûr jouer, c'est l'aide que peuvent apporter l'Europe, mais aussi les institutions multilatérales pour essayer d'aider à cette transition. On peut quand même rappeler que par exemple pour l'Europe centrale et orientale, il y avait quand même eu un effort d'institutions qui avait été créé, la BERD et qui avait essayé d'accompagner cette transition, qui était par ailleurs plus simple parce qu'il savait à peu près exactement le point où il voulait arriver, alors qu'aujourd'hui, comme je l'ai rappelé, il n'y a pas du tout d'unité dans ces évolutions politiques des différents pays. Mais là encore, c'est pas l'économie qui va diriger cette transition. Cette transition, elle sera d'abord pilotée par la politique. Oui, mais c'est la responsabilité qui est une responsabilité historique de l'Europe. Je pense que l'Europe peut accélérer. Alors elle va pas tout changer, mais elle peut accélérer les processus. Quel type de mesures l'Europe aurait dû faire depuis bien longtemps, ou peut-elle encore faire? Nicolas l'a évoqué en creux. Il n'y a pas de banque de la Méditerranée. C'est absurde. Donc l'Europe met de l'argent dans ces pays-là, mais simplement sur des immenses programmes d'infrastructures, et alors qu'on sait très bien que la démocratie et que le développement économique, elle passera par les PME. Or, pour financer les PME, pour renforcer les fonds propres des PME de cette région, il faut des sociétés de capital risque, il faut des instances qui pourraient être créées comme ça a été fait dans les pays d'Europe centrale et orientale, avec l'aide de la BERD. Elle ne serait pas créée tout seul. La BERD a eu un effet catalytique. On l'a critiqué beaucoup quand elle a été créée. C'était Jacques Attali qui en était le patron, et à l'époque, il était de bon ton de critiquer la BERD. Quand on regarde les résultats, ils ont fait du très bon boulot. Il faudrait commencer par faire ça dans les pays du sud de la Méditerranée. Oui, encore quelques remarques. Xavier Timbaud, puis Patrick Artus. Oui, juste un point sur la position de l'Europe vis-à-vis des pays du sud de la Méditerranée. Pendant longtemps, la doctrine, ça a été de dire ces pays-là sont menacés par des révolutions islamiques potentielles. Et c'est pas tellement sur le plan économique qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est sur le plan de la stabilité politique. Parce que, on veut pas d'immigrés, et deux, on veut pas avoir des révolutions islamiques dans ces pays-là. Donc, il y a effectivement un changement culturel profond à faire. C'est-à-dire maintenant, la révolution doit se faire aussi en Europe, et doit considérer qu'il y a un espace économique dans ces pays-là. Donc c'est à la fois mettre en place les conditions d'un financement, mettre en place une union douanière dans cet espace pour en créer un marché. C'est aussi chercher à établir des relations de production, de division du travail entre l'Europe et le sud de la Méditerranée. Juste deux exemples. On refuse de discuter avec ces pays de l'agriculture et de la pêche. Pour un pays comme le Maroc, c'est comme si on lui crachait dessus. Il faut changer. Xavier a cité le problème de la formation, de l'immigration. Manifestement, il y a un problème. Il y a trop de diplômés dans ces pays-là par rapport à la capacité de production des entreprises de ces pays-là. Aujourd'hui, il faut trouver un deal, un New Deal avec eux pour accélérer la transition démographique. Et c'est évidemment beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais si l'Europe n'intervient pas vite et fort, on ne va pas y arriver. Oui, on n'a pas trop signalé que tout de même ces événements très récents ont fait descendre la croissance. Vous parliez d'une assez bonne croissance, Patrick Artus. Je crois que voilà, et elle a donné on est cette année entre 0 et 1, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour la Tunisie, c'est quand même assez sensible. Avec un effondrement essentiellement de la consommation et du tourisme, par exemple, en Tunisie. Le tourisme a baissé de 40% en Tunisie. C'est une faible. Et la proximité de la guerre, ça baisse très fortement. Oui, et la proximité de la guerre aussi chez le voisin libyen, qui a également certainement pesé sur cette économie tunisienne. Du moins, c'est ce qu'elle fait savoir. Non, vous hochez la tête, Olivier Pastré? Non, parce que les chiffres tunisiens sont plutôt moins mauvais pour l'année en cours
qu'on ne le pensait. On pensait qu'il y aurait un effondrement complet. C'était ce qui s'est passé au tout début de l'année du tourisme. Et en fait, les chiffres, ça va être moins 30%. Il y a une très bonne reprise. Moins 30%. Et en partie parce qu'il y a eu des touristes, entre guillemets, libyens. Et donc, ils ont non, mais, entre guillemets, touristes. Hein. Et par ailleurs, sur le plan industriel, ils ont plutôt une bonne croissance industrielle. Oui, donc, pardon, Patrick. je suis d'accord avec Patrick, hein, il y a une baisse significative et qui risque de durer, sauf si l'Europe se bouge un peu. Oui, deux choses. Je suis tout à fait d'accord à ce qui a déjà été dit. Il y aurait quelque chose qui serait pas facile à faire hein, politiquement, mais enfin qui serait une grande efficacité, c'est l'intégration agricole avec ces pays, hein, qui est un sujet qui traîne depuis de très nombreuses années, qui n'a pas avancé. Mais enfin, on voit bien les obstacles. Et je pense que la France serait un des obstacles aussi majeurs à ce genre de choses. Je voudrais juste aussi rappeler le parallèle avec la Turquie. Ce qui s'est passé en Turquie est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que la Turquie a longtemps été frappée à la porte de l'Europe. Et depuis quelques années, la Turquie s'est convaincue que l'Europe n'ouvrirait pas la porte. Enfin, on en trouverait un tout petit peu. Et il s'est passé en Turquie, en quelques années, quelque chose de tout à fait spectaculaire, qui est le rebasculement de l'intégration économique vers les pays du Golfe. Et en fait, si on regarde aujourd'hui ce qui se passe en Turquie, leur partenaire privilégié, c'est Dubaï, l'Arabie Saoudite, le Koweït, Abu Dhabi, et puis l'Europe. C'est-à-dire qu'ils ont changé, ils ont complètement changé. Et l'ex-Asie soviétique, ils ont complètement changé d'orientation de leur politique de développement, finalement. Et ça, c'est la menace aussi pour ces pays. C'est-à-dire que si on y va uniquement pour chercher des contrats financés par le pétrole, ces pays aussi iront frapper à d'autres portes. Je crois que c'est tout à fait clair. Moi, je suis vraiment à nouveau très, très impressionné par ce qui s'est très rapidement passé en Turquie quand ils ont senti qu'on ne laisserait pas venir ou qu'on laisserait venir tellement lentement et avec tellement de conditions qu'il fallait avoir une autre stratégie. Et il est bien possible que les pays arabes réagissent de la même manière, en tout cas les pays maghrébins. L'Algérie, on y revient encore, on est parti du contexte politique. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ce pays? Est-ce qu'on peut... Xavier Timbaud? L'Algérie pose, comme la Libye, le problème, en revanche, d'une rente pétrolière, pour le coup bien visible, oui, qui est considérable. Et là, c'est un problème de gouvernance. On a parlé de questions de gouvernance dans les pays de l'Est et de la transition, et d'ailleurs de l'aide que l'Europe avait fournie à ce moment-là aussi pour essayer de procéder à ces mutations de gouvernance. Mais la rente pétrolière pose un problème de gouvernance qui est Elle n'est pas redistribuée, clairement. Qui est phénoménal, et les bons modèles redistribuée, pas du tout. Elle est mieux redistribuée. Il y a un truc qui est très impressionnant, c'est qu'on calcule. Mieux, ça n'empêche pas que ça soit mal. Oui, mal, mais moins mal qu'avant quand même. On calcule quand même le prix du pétrole qui fait que le budget de l'Algérie est à l'équilibre. Maintenant, c'est $90. Donc, il redépense une grande partie de. La redistribution de la rente pétrolière, c'est pas nécessairement la redistribuer sous forme de revenus dans l'économie. Ça peut être aussi une redistribution intertemporelle. Et donc sur les investissements qui sont réalisés ou sur le partage de cette rente avec les générations futures. Et là, les modèles de bonne gouvernance, ils sont extrêmement rares. En fait, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est des modèles qui ont existé dans des pays très développés comme l'Angleterre, Abu Dhabi et la Norvège. En gros, et ça, arriver à mettre en place des structures aussi sophistiquées en Algérie ou en Libye, ça paraît aujourd'hui une mission. Non, mais surtout, il y a une grande différence entre l'Algérie et tous les autres pays qu'on vient d'évoquer, c'est la démographie. Donc, il faut rappeler que c'est un pays qui a une démographie extrêmement vigoureuse. Donc, premièrement, c'est un grand pays. Très grande majorité de la population n'a pas 20 ans. C'est ce et là-dessus, il y a un taux de chômage très important. Donc, quand on regarde tous les critères, avec entre la corruption, la gérontocratie, la rente pétrolière, les inégalités, le taux de chômage, c'est par bien des côtés le pays le plus fragile de toute cette zone. Pourquoi est-ce que ça n'a pas explosé jusqu'à présent? Uniquement à cause du souvenir de la guerre civile. Je rappelle qu'il y a eu pratiquement 2 ou 3 fois plus de morts dans la guerre civile des années 90 que pendant la guerre d'indépendance. Donc ça donne une idée de la violence qui a divisé ce pays. Et donc l'idée de rebasculer dans un épisode de nouveau de violence civile majeure, c'est vrai que c'est ce qui pour l'instant tient la situation en Algérie. Combien de temps ça tiendra? Personne ne le sait vraiment. Et l'autre élément, c'est que de fait, conscient de cette fragilité, le pouvoir algérien a lâché pas mal d'argent dans le système pour essayer de calmer un peu les tensions. Mais ça fait pas du développement sur le fond.
Oui, Toute mais dernière intervention, Olivier oui, Passeray, sur ce thème. Alain Schillerjean, mais très mal. Je veux dire, encore une fois, je reviens, je crois qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. Il faut absolument que l'Algérie se diversifie, s'industrialise. C'est plus difficile à faire qu'à dire. Olivier, Mais c'est là où est-ce qu'ils en ont vraiment envie? Enfin, on ne peut pas aller travailler en Algérie sans avoir un Algérien majoritaire au capital. Enfin, c'est très peu ouvert. Bien sûr, là, on peut dire on baisse les bras, on attend et on vit avec le système franco-algérien historique. Ça me paraît pas. Je pense qu'il y a une jeune génération d'Algériens qui ont envie de créer des entreprises. Ils n'ont pas les moyens de le faire. Il faut les aider. L'Europe a un rôle à jouer. Par contre, là où les pays du sud de la Méditerranée, je vais revenir sur un point qu'a évoqué Nicolas, sont très coupables, c'est pratiquement refuser l'intégration économique régionale. Il y a pas, c'est la seule zone qui ne soit pas émergente. Si on regarde l'Amérique latine, l'Asie, ils ont émergé parce que aussi, pas seulement, mais parce que aussi ils avaient fait une intégration économique régionale. Là, le sud de la Méditerranée a vraiment beaucoup de retard. Enfin, ce que vous avez tous les deux raison, c'est-à-dire que Patrick Artus a raison de souligner la nécessité aussi des réformes intérieures. Pourquoi Tanger, c'est un exemple remarquable d'un pôle de développement. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a été conçu comme ouvert sur l'Europe. Et donc, quand c'est ouvert, ça fonctionne. Quand c'est de l'économie administrée, étatisée et avec l'interdiction de flux vers l'extérieur, évidemment, eh bien, ça meurt à petit feu. À suivre, compliqué en effet, ces journées donc dans le cadre de la semaine économique de la Méditerranée. Je ne sais pas si je l'ai dit, cette journée sur la transition organisée, on va les citer tout de même, c'est beaucoup de travail, de préparation, le Cercle des économistes, l'Institut de la Méditerranée qui se trouve à Marseille et puis bien sûr le secrétariat de l'Union pour la Méditerranée, la mission interministérielle française, la fameuse UPM dont nous avons eu l'occasion de dire qu'elle n'était pas tout à fait assez visible, si je peux résumer ainsi. Ça va peut-être revenir, enfin il faut l'espérer en tout cas. Espérons-le, créé, on le sait au tout début du mandat de Nicolas Sarkozy. Elle traverse une petite crise quand même. Elle traverse une petite crise. Qui est la révolution arabe, qu'elle n'avait pas non plus complètement anticipée. Donc. Merci Xavier Timbaud de nous le signaler. On passe à notre deuxième sujet. Cette fois, nous revenons en France avec d'autres débats, je l'ai dit, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, dont on nous dit qu'il sera, ce déficit, divisé par 2 entre 2012 et 2010. C'est bien, on peut s'en féliciter, mais bien entendu, ce n'est pas encore assez. Je voudrais que les uns et les autres, vous nous redonniez votre sentiment là-dessus. Retour aussi sur les prélèvements sur ce secteur de l'assurance qui avait été annoncé par François Fillon, j'ai dit qu'il avait fait beaucoup réagir du côté des mutuelles et des assureurs. Que peut-on dire de nouveau? Quelle piste pour l'avenir? Est-ce qu'il faut, Olivier, on a parlé très vite, davantage contrôler le milieu médical? Est-ce qu'il faut mieux gérer l'hôpital? Est-ce qu'il faut privilégier le meilleur médicament au meilleur prix? C'est 3 pistes parmi bien d'autres, peut-être les 3 à la fois. En tout cas, en 2011, le trou de la Sécu, puisque c'est ainsi qu'on le nomme, serait, et là je cite un confrère de la presse écrite, de 18 milliards seulement. Point d'exclamation tout de même. Qui veut réagir sur ces premières données? Oui, ça sera 18 milliards, dont une grosse moitié pour l'assurance maladie, presque 10 milliards. Voilà. Moins que l'année précédente. Oui. Moi, je vais dire ce qui me choque dans ce que la France est en train de faire. Effectivement, cette année, probablement, on va avoir une croissance des dépenses de maladie un peu inférieure à 3%. C'est-à-dire à peu près le même rythme que le produit intérieur brut, ce qui explique l'amélioration en valeur. Xavier Timbaud, pas d'accord? Non, non, je suis pas d'accord. Enfin bon, mais ça fait 2,9, je crois, officiellement. Oui, l'objectif de l'ONDAM, effectivement, c'est 2,8 et il sera tenu. Oui, voilà. Et donc... ça sera nouveau, ça. Oui. L'ONDAM, c'est l'observatoire de l'assurance maladie. Objectif national, ONDAM. Des dépenses de l'assurance maladie. Merci. De plus. Enfin, on vient de 7 en 2002, puis ça a baissé, on est un peu en dessous de 3 depuis l'année dernière. Mais c'est ça qui me choque. Alors on fait ça comment? Quand on regarde la liste des mesures d'économie qui permettent effectivement d'arriver à ce résultat, on touche un peu à tout. Donc c'est un peu comme la chasse aux niches fiscales, c'est-à-dire on va baisser le prix de certains médicaments, baisser certains remboursements, toucher les indemnités journalières, faire des économies à l'hôpital. Alors il y a sans doute des choses parfaitement légitimes. Et puis on a quand même l'impression que c'est un gros bric-à-brac, comme on l'a fait sur le budget de l'État. Moi, ce qui me choque, je veux dire, c'est la chose suivante. Taxer certains produits, on a parlé des produits sucrés. La baisse des prix des médicaments, enfin voilà. Et puis la baisse des tarifs des radiologues, enfin on peut faire une longue liste de ce qui permet d'arriver à ce résultat. Je pense qu'il y a quand même une erreur conceptuelle fondamentale qui est que
la dépense de santé, ça devrait être une composante dynamique de la croissance dans un pays moderne et vieillissant. Et évidemment, c'est juste impossible si la dépense de santé est un bien public gratuit, ou de moins en moins gratuit, mais enfin encore théoriquement gratuit. Un bien public gratuit à la charge de l'État, en gros, sa valeur ne peut pas augmenter beaucoup plus vite que le produit intérieur brut, puisque c'est une dépense publique. Et on se prive d'un facteur de croissance considérable, qui est une croissance en plus de bonne qualité, avec de la recherche, des emplois qualifiés, une demande. Donc on va continuellement rationner cette demande. Et de façon à nouveau un peu bizarre, je veux dire, en faisant des bouts d'économie ici ou là, c'est difficile de savoir. Et sans doute, à nouveau, certaines de ces économies sont sans doute parfaitement raisonnables. Enfin, et voilà. Et on avait fait des estimations récemment qui disaient de combien augmenterait la dépense de santé si on la laissait augmenter librement. C'était une dépense privée. C'était comme les téléphones portables. Elle augmenterait sans doute à peu près 2 fois comme le produit intérieur brut. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir, sans doute, assez rapidement, avec des effets d'entraînement, 0,3 ou 0,4% de croissance de plus chaque année si la dépense de santé était considérée comme une dépense dynamique. Donc voilà, donc je ne sais pas bien comment on réconcilie ça, mais évidemment, à nouveau, tant que c'est une dépense qui n'est pas considérée comme une dépense privée, mais comme une dépense de type public, mutualisée et assurée, on ne peut pas profiter de la croissance qu'elle apporterait. Dernier mot, regardez aux États-Unis. Le secteur qui crée le plus d'emplois maintenant et qui contribue le plus à la croissance des États-Unis, c'est la santé. Et aux États-Unis, on ne se prive pas avec des résultats qui sont médiocres. Des résultats qui sont médiocres en termes de santé collective, parce qu'il y a, comme on le sait, il y a presque 40 millions d'Américains qui n'ont pas de protection maladie, ce qui effectivement est tout à fait dramatique, mais avec un résultat en termes économiques, de création d'emplois et d'emplois qualifiés, bien payés et de croissance qui est extrêmement positif et dont nous nous privons avec notre système. Merci Patrick Artus, analyse de Xavier Timbaud à suivre. Alors, je voudrais réagir à plusieurs points que Patrick Artus a évoqués, et même si je partage avec lui le fait que dans un pays riche, la dépense pour la maladie, la dépense de santé, est effectivement un bien supérieur, et plutôt un bien, on le sait aussi, qui est un bien porteur de croissance, parce que c'est aussi un bien qui est porteur de progrès technologique. Donc il y a d'un côté une demande très importante, les gens veulent effectivement être soignés, et puis de l'autre côté une possibilité de progrès technologique qui fait qu'effectivement ça peut être un moteur de croissance. Alors, cependant, il faut quand même garder un tout petit peu raison dans cette histoire. Bon, premièrement, l'objectif l'ONDAM est un objectif sur les dépenses d'assurance maladie publique. En France, il n'est pas interdit de se soigner par de la dépense privée. Donc là, il s'agit en l'occurrence de la partie dépenses publiques. Et la question qui s'est posée, qui se pose depuis plusieurs années, c'était le dynamisme de la partie dépenses publiques, c'est-à-dire la partie, effectivement, dépenses gratuites, et comment on arrive à la contrôler. Le gouvernement, et en particulier le gouvernement de Nicolas Sarkozy, a mis en place tout un tas d'éléments, de processus de contrôle, de processus d'incitation, pour arriver à contrôler cette dépense d'assurance maladie, et il faut reconnaître que c'est plutôt un succès. Donc, le fait d'arriver à avoir les outils qui permettent de contrôler cet objectif. Et c'est un succès parce que ça a été très difficile d'arriver à ce contrôle. Et aujourd'hui, on y arrive dans une gestion qui reste, pour la partie dépenses, sans faire des choix drastiques en matière de qualité de santé. Alors, après, il y a la question de... Bon, très bien, on arrive à contrôler la partie dépenses publiques. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour profiter de cette manne de croissance? Alors, est-ce qu'il faut laisser cette demande s'auto-solvabiliser, devenir avec une demande privée qui va pouvoir dépenser, avec des gens qui vont pouvoir dépenser de plus en plus pour de la santé? On pourrait le laisser faire, probablement d'ailleurs ça va se faire, et ça se fait en partie tout seul. Ceci étant dit, il y a une raison théorique fondamentale à ne pas le faire, qui est que c'est un bien, la santé, à asymétrie d'information, et dans un bien à asymétrie d'information, vous ne savez pas ce que vous achetez. Et donc, il y a des possibilités de dérapage de l'équilibre de marché avec une rente qui se crée pour celui qui est du bon côté de la symétrie d'information, que ce soit le laboratoire pharmaceutique ou le médecin. Et l'intervention publique est à ce moment-là d'essayer d'empêcher cette asymétrie d'information. C'est des vieilles idées qui remontent à Akerlof. On fait quoi, docteur? Alors, on fait quoi, docteur? Mais en fait, la question aujourd'hui qui se pose, maintenant qu'on a des outils pour contrôler cette dépense qui paraissait incontrôlable, la question qui se pose, c'est comment faire pour profiter de ce moteur de croissance, donc effectivement augmenter la dépense de santé dans une population qui vieillit et qui en plus le veut, en ayant et en gardant une régulation publique forte
Et régulation publique forte, ça veut dire d'un côté être capable de la contrôler, d'en faire un moteur de croissance, et de l'autre côté être capable de la financer, parce que une dépense publique, c'est de l'autre côté un financement public et avec des gens qui acceptent de payer. Oui. Voilà. Et moi, je pense que la santé du 21e siècle, c'est la santé qui arrivera à résoudre cette équation-là, être un moteur de croissance, être un moteur de confort et de satisfaction pour les gens qui y accèdent, et être aussi un objet de régulation publique forte. Alors ça ne veut pas forcément dire je vous trouve les uns et les autres assez optimistes, assez positifs sur les réductions de dépenses. Est-ce que vous n'avez pas quand même le sentiment que l'on continue les uns et les autres? D'ailleurs, il suffit dans notre vie courante de constater les abus, d'employer des ambulances lorsqu'elles ne servent à rien, de faire des radios. C'est un travail. Il y a un travail de fond qui a été entrepris. Vous voyez, il y a un travail de fond qui a été entrepris pour avoir des instruments pour le contrôler. Ou sur le niveau de... Est-ce que c'est suffisamment fait? Est-ce qu'il n'y a pas là encore des réserves énormes? Il faut quand même regarder le résultat. Donc le résultat, c'est quoi? C'est qu'on a une espérance de vie qui augmente donc de 3 mois par an en France, comme d'ailleurs dans un certain nombre de pays. Sauf, c'est quand même très intéressant, et c'est là où je pense qu'il y a quand même une vraie critique à faire aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, on a de vrais problèmes, notamment mortalité infantile qui reste à des niveaux ahurissants. Et on a par ailleurs des endroits des États-Unis maintenant où on a des niveaux d'espérance de vie qui, dans certains endroits, diminuent, ce qui est quand même ahurissant dans un pays qui consacre 16% de son PIB à la santé. Et c'est en partie lié au problème de la non-assurance, mais pas seulement. Donc, c'est bien dire quand même, il faut quand même regarder... Patrick Artus nous dit on crée des emplois à côté de ça. Donc, c'est quand même, on ne peut pas se satisfaire de cette situation-là. Absolument. C'est-à-dire qu'on a effectivement un système avec des gens qui sont bien couverts, bien soignés. Mais de l'autre côté, il faut quand même regarder, il y a une dimension collective de la santé. Pourquoi? Parce que, de fait, si on laisse un certain nombre... il y a des moments où les gens qui ne se soignent pas deviennent des dangers pour ceux qui se soignent. À cause de ce qui peut circuler comme épidémie, notamment dans une population. Donc ça, c'est vrai aussi. Donc, mais regardons quand même froidement. Donc, les États-Unis, 16% du PIB et quand même un impact sur l'espérance de vie qui est vraiment pas bon. Et alors ensuite, quand on regarde, on va en Europe, grosso modo, de 9% du PIB Royaume-Uni à 11,6% chez nous, et Allemagne, Suède, les autres étant autour de 10%, et tout le monde a à peu près la même espérance de vie. Donc, ça montre qu'on a finalement 2 points de PIB d'écart de dépenses pour des espérances de vie qui sont à peu près les mêmes. Ça, c'est le tableau. Alors, le deuxième point qui est quand même très important, c'est qu'un système d'assurance maladie ne peut pas vivre avec des déficits. Il est inconcevable de transmettre des ardoises. La dette sociale, maintenant, elle fait 160 milliards d'euros dans ce pays, la dette sociale accumulée. Et on ne peut pas continuer à rajouter entre 10 et 20 milliards d'euros les mauvaises années de déficit à ce système. On le peut d'autant moins qu'on a toute une série d'évolutions lourdes qui vont jouer, le vieillissement, on a des nouveaux fléaux, le problème des maladies chroniques qui vont coûter. Par exemple, on pense qu'en 2030, il y aura 3% de la population des États-Unis qui sera en situation de démence parce que les gens vivent plus longtemps, ils vivent plus longtemps en bonne santé, mais dans les 3 dernières années... Ils dépensent énormément. Et avec des maladies chroniques qui sont compliquées, qui peuvent notamment se traduire par la perte des facultés. Non, mais il n'y a pas de raison de penser qu'il y aura beaucoup moins une partie de la population française qui ne sera pas dans le même état à partir du moment où elle aura la même espérance de vie. On a le progrès scientifique et donc les coûts. Et enfin, on a dans le monde développé 100% du PIB de dette publique et un problème de désendettement massif. Donc c'est à partir de là qu'il faut raisonner. Et quand Olivier Pastré demandait quelle est la recette, la recette c'est qu'il va falloir travailler sur l'offre, sur le décompartimentage des soins. Il va falloir travailler sur la gestion du risque, la prévention, l'éducation. Il va falloir travailler sur le financement. Et donc, c'est bien ça. Et notamment sur la responsabilité. Pour l'instant, on a beaucoup parlé de responsabilité des patients. On a peu parlé de responsabilité des offreurs de soins. Et on n'a pas du tout parlé de la responsabilité. Moi, j'en ai parlé. Et on n'a pas du tout parlé de la responsabilité de l'assurance maladie, qui est une calamité parce que c'est un assureur qui ne fait pas son travail et qui ne contrôle rien du tout. C'est de cela que je parlais aussi. Et c'est là où je vous trouvais effectivement peut-être pas assez sévère. Olivier Pastré. Sur le plan du diagnostic, je ne sais pas où
où habite Xavier Timbaud. C'est le pays de Candie. Enfin, je veux dire, si tout était contrôlé, il n'y aurait pas de déficit. Non, là, il y a un contresens majeur. D'accord, comme toujours. Bah oui. Maintenant, sur le... C'est toujours le même en plus, donc c'est facile. Maintenant, laissez-le expliquer, peut-être que Xavier... On est dans une profonde récession, la masse salariale s'est contractée, et automatiquement, l'assurance maladie affiche un déficit. Voilà, le déficit de l'assurance maladie, il est ce qu'on appelle conjoncturel. Et on peut dire, on a moins de sous parce que les gens ont moins de salaire, parce qu'on est en crise, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va moins les soigner. Mais ça, c'est pas digne d'un pays développé. Généralement, ce qu'on coupe dans un pays développé, c'est pas les dépenses de soins. Voilà. Alors après, on peut dire oui, mais il y a 18 milliards, on peut pas vivre avec 18 milliards. Mais vous voulez dire aussi, Xavier Timbaud, que les gens également se restreignent aussi leurs dépenses de santé parce qu'ils ont moins de moyens. Et donc on s'aperçoit qu'effectivement, dans c'est conjoncturel. Ce qu'on voit aux États-Unis. Mais même en France aujourd'hui, parce qu'on a mis en place tout un tas d'incitations, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une sensibilité de la dépense de soins qui est liée effectivement au niveau de vie des gens et qu'on commence à avoir des cas, en fonction du revenu, de gens qui se sous-soignent, c'est-à-dire qui dépensent moins pour être soins dentaires, soins de lunettes, par exemple. C'est franchement pas la réalité. C'est la réalité en France. Il y a des études assez précises là-dessus. Et là où j'habite, en l'occurrence, c'est-à-dire en France et même dans l'est de Paris, c'est des choses qui ont une réalité. Voilà où j'habite, puisque vous posiez la question, Olivier Pastré, c'est là et dans des endroits où il se passe ça. Donc aujourd'hui, quand il y a un déficit de la sécurité sociale, il est lié à la récession dans laquelle on est, à la contraction de la masse salariale. Et il faut remarquer que effectivement, on est arrivé aujourd'hui à contrôler la dépense de santé. C'est quelque chose. C'est une réussite. Olivier Pastré. C'est une réussite et on ne peut pas dire le déficit nous prouve que tout cela n'est pas vrai. Voilà. Olivier. Vraiment, là, il y a un désaccord de fond. Je veux dire, qu'il y ait une dimension, le seul point sur lequel je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'il y a une dimension conjoncturelle. Ça en rajoute une couche. Mais en termes, quand vous discutez avec des médecins, avec des directeurs d'hôpitaux, avec des économistes de la santé, ils vous disent, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu quelques pas en avant qui ont été faits, mais on est extraordinairement loin de ce qu'il faudrait faire. Très bien, ça veut dire qu'on a encore les médecins prescrivent trop, les clients, ça s'appelle les clients demandent trop de produits. Donc c'est une réalité sociologique, politique, que vous êtes le seul à la contester. Dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'on fait, docteur ? Si, pour vous, c'est conjoncturel et tout va bien, la vie est belle. Non, on a fait de gros progrès. Non, le déficit, il est lié à la différence entre les recettes et les dépenses. Qu'est-ce qu'on fait, docteur ? Moi, je crois qu'il y a deux pistes de réflexion. Alors, c'est pas des mesures concrètes. C'est la transparence, parce que c'est un système qui est encore assez largement opaque. Et donc on ne sait pas très bien ce que coûte quoi. Et deux, si David Tesmar était là, il développerait ce point avec le talent qu'il a. Et deux, la responsabilisation, parce que dans ce domaine-là, je crois qu'il y a à peu près tout le monde est irresponsable, aussi bien les médecins que les patients, que ce que disait Patrick Artus, que le système d'assurance maladie lui-même, qui n'est pas assurantiel. Je voudrais avoir votre avis aux uns et aux autres. Pardon, je vois que vous avez tous les deux envie de réagir à ce petit débat auquel nous assistons. Mais quand même, avoir votre avis sur ce que j'ai mentionné tout à fait en commençant. Parmi les mesures d'économie annoncées, 770 millions d'euros sont déjà à charge de l'industrie pharmaceutique, on y a fait allusion, mais les mutuelles et leurs adhérents sont également concernés, et même de leur point de vue injustement touchés, puisqu'il y a une taxe prévue sur les contrats santé solidaires et responsables qui, d'après leurs calculs, représenterait près de 1,1 milliard d'euros. Il y a même une pétition qui circule, non à la taxe sur la santé. Une mutuelle n'est pas un signe extérieur de richesse. Elle proteste vivement, Mutualité française, mais donc l'ensemble des mutuelles. Votre avis là-dessus, est-ce que ce sont à elles d'éponger ces frais-là, Nicolas Vavray? Sur ce point-là, c'est ce que disait Olivier Pastré sur la transparence. Ça renvoie d'ailleurs à sa présentation des systèmes entre Bismarck et Beveridge. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près la moitié des recettes de l'assurance maladie qui viennent de l'impôt et notamment de la CSG. Ce qui s'est passé, et ça c'est vrai que c'est une opacité qui est scandaleuse, c'est que on a créé la CMU, mais l'État refuse de payer pour la CMU. Couverture maladie universelle. Hein. Voilà. Et donc cette couverture maladie universelle, on la finance par des artifices avec des impôts qui sont mis, des taxes sur les complémentaires, au lieu de les financer parce que l'État n'a pas le courage d'assumer les décisions qu'il prend. Et donc on utilise ces on les reporte sur les mutuelles complémentaires santé, mais aussi sur les assurances privées,
et ce sont les contrats qui, en toute opacité, portent le financement de la CMU. Donc c'est quelque chose qui est totalement opaque et qui, à mon avis, est profondément choquant parce que, de fait, on transforme les assureurs et les mutuelles en collecteurs d'impôts, ce qui n'est pas leur rôle. Ce qui n'est pas leur rôle. Si on veut faire la CMU, ce que par ailleurs je trouve très bien pour les raisons sanitaires que j'ai indiquées, eh ben, il faut le financer par l'impôt et que l'État ait le courage de l'intégrer dans les impôts qu'il prélève et dans l'utilisation. Je voudrais juste rajouter une petite chose pour répondre à Xavier Timbaud sur le... On ne peut pas du tout dire que le déficit de l'assurance maladie est conjoncturel. L'assurance maladie, elle a été en déficit permanent depuis un quart de siècle. Donc ça, c'est tout à fait faux. Et pour l'avenir, elle va continuer à avoir pas mal de problèmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 difficultés pour les systèmes de ce type. Ouais. Premièrement, la croissance faible, et on en prend pour 10 à 15 ans. Deuxièmement, les inégalités, et on a des problèmes d'accès aux soins qui sont, à mon avis, la vraie faiblesse du système. Et troisièmement, les coûts, et ils vont augmenter avec le progrès scientifique. Mais là où je pense qu'il se trompe aussi, c'est qu'on voit très bien que dans des pays comme l'Allemagne ou comme la Suède, on a pu réformer des systèmes, garder une excellente couverture de soins, avoir par ailleurs l'espérance de vie qui continue à progresser et éradiquer les déficits et maîtriser les dépenses. Donc il faut savoir que, c'est d'ailleurs le cas des États-Unis, il ne suffit pas de dépenser beaucoup pour avoir un effet positif sur la santé. C'est là où on peut travailler sur la qualité de la dépense. Oui, Patrick Artus, Xavier Timbaud, très vite, on conclura sur non, mais je pense pas vos remarques. je pense pas du tout qu'il y ait de contradiction, contrairement à ce que nos auditeurs peut-être croient, entre nos positions. Enfin, personne autour de cette table n'est en train de dire qu'il faut pas améliorer la qualité de la dépense. On sait que les Français, parce qu'on compare à la Hollande, qui est toujours un cas de référence dans ce sujet, consomment énormément de médicaments, que les ordonnances sont monstrueusement longues, que des choses très bêtes, que les médicaments en Hollande sont dosés en fonction exacte de la prescription, tandis qu'en France, on achète des boîtes toutes faites où il y en a trop, etc. Voilà. Donc on jette des médicaments. Donc voilà. Donc on sait tout ça. Donc ça, on est tous d'accord. 2, on est tous d'accord. Et depuis longtemps, mais pourtant ça dure. Voilà. Mais 2, on est tous d'accord pour dire que, comme c'est une dépense publique, il ne faut pas qu'il y ait de déficit, c'est une dépense de transfert, donc on n'a pas le droit d'accumuler une dette pour financer le déficit d'une dépense de transfert. On a le droit d'accumuler de dette que pour financer du capital. Mais je reviens quand même à mon point de début. 3, et Xavier Timbaud l'a dit aussi, c'est ce qu'on l'économiste appelle un bien supérieur. C'est-à-dire normalement, il est normal que ça croisse plus vite que les revenus. Quoi. Je veux dire, quand on devient plus riche, on consomme plus de santé et moins d'alimentaire. Enfin. Or, ce que je dis, c'est simplement, attention, il ne faudrait pas, pour toutes les bonnes raisons qu'on vient d'évoquer avant, empêcher que la dépense de santé ne croisse plus vite que l'ensemble des revenus, parce que c'est ça le facteur de croissance. Dans les pays émergents, la dépense de santé, ce qui est d'ailleurs très normal, au fur et à mesure que le développement est là, elle progresse beaucoup plus vite que le revenu. Et ça, on ne peut le faire que si on a le courage, au lieu de baisser les remboursements ou de faire des choses à la marge point par point chaque année, de tracer une vraie frontière entre la dépense de santé qui reste une dépense pour laquelle il y a une mutualisation complète qui est assurée par l'État, qui sont les maladies lourdes, les médicaments chers, et puis évidemment sans doute quelque chose qui est en fonction du revenu des gens, et puis une dépense de santé de type privé sur laquelle, même si on vérifie, il faut plein de régulations, je suis d'accord, mais on a le droit de déborder la croissance annuelle du PIB. Ce courage-là, on l'a pas, de dire, par exemple, il y a X euros chaque année de médicaments qui sont pas remboursés, et ce X dépend de votre revenu, enfin ce genre de choses. Ou bien les petites maladies sont moins bien couvertes que les maladies graves. Donc il faudra avoir le courage de tracer cette frontière de ce qui est dans le domaine de la solidarité nationale et ce qui est dans le domaine de la dépense privée en croissance rapide. Ouais. Imaginez qu'on traite les ordinateurs ou les téléphones portables comme la santé, je veux dire, ça serait absolument dramatique. Quoi, je veux dire, on aurait pu prendre l'idée bizarre d'assurer, de dire que c'est un bien public gratuit d'avoir le droit au téléphone portable. Le téléphone portable, on n'en aurait pas si on avait fait ça. Quand on parlait d'asymétrie d'information, Xavier Timbaud, il y a aussi ceux qui savent mieux utiliser la santé que d'autres, parce qu'ils ont l'information, parce qu'ils savent s'adresser aux médecins, parce qu'ils ont les comptes. Enfin, il y a beaucoup de choses que l'on pourrait dire aussi à ce sujet. C'est pas forcément les plus démunis d'entre nous qui ont le plus accès. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'Internet réduit cette asymétrie d'information et qu'on a vu par exemple la mobilisation sur une maladie comme le sida, par exemple, avec des gens jeunes, motivés, informés, et que ça a beaucoup contribué à changer également le rapport entre les médecins et les patients. C'est vrai. Xavier Timbaud, toute dernière remarque sur ce sujet. On garde quelques deux dernières minutes. remarques très rapides. Le déficit de la sécurité sociale est quelque chose qui est récurrent, nous a dit Nicolas Bavarez.
Il aime bien ce genre de phrase, mais il faut quand même noter qu'il y a eu des efforts de refinancement de la sécurité sociale nombreux par la mise en place de la CSG, l'augmentation de taxes, l'affectation de taxes, qui visent justement à le financer, et qu'aujourd'hui, le deuxième volet, qui était le point noir dans le contrôle des dépenses de santé, c'est la maîtrise de l'ONDAM, est un point qui arrive. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui sont positifs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des tas de marges possibles d'amélioration, en particulier du côté de la dépense, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a des choses qui ont énormément avancé. Dernière remarque pour ajouter à ce qu'a dit Patrick Artus, et je suis prêt à souscrire presque entièrement à ce qu'il a dit. Le seul problème qu'il faut quand même pointer, c'est que les facteurs de croissance et de progrès technique de la dépense de santé, ils ne sont pas dans les petites maladies ou dans l'automédication ou dans les médicaments qu'on veut prendre par soi-même. Ils sont dans des dépenses sophistiquées, complexes, dans des traitements de plus en plus lourds. Ils sont aussi probablement dans un changement de mentalité qui va vers plus de prévention et donc plus d'épidémiologie, de travail statistique sur les populations et de mise en place de traitements moins coûteux et plus efficaces. Donc ça, c'est des révolutions en matière de santé publique. C'est plus simplement traiter les malades, mais c'est traiter les populations qui sont des chantiers très intéressants, porteurs de croissance, porteurs de santé, mais aussi qui demandent des régulations extrêmement fortes. On ne peut pas imaginer de la santé publique sans avoir un régulateur qui empêche tous les dérapages qu'on peut imaginer qu'il pourrait y avoir autour de ça. Merci beaucoup. Merci vraiment à tous les quatre d'avoir débattu sur ce sujet très, très complexe, hein, comme on l'a bien montré. On garde quelques minutes pour vos actualités invisibles, et une tout de même qui est très, très visible, mais j'aimerais bien avoir votre avis, je ne sais pas, peut-être pas de tout le monde, mais au moins de l'un ou l'autre d'entre vous. Les prix Nobel remis à messieurs Sargent et Smith, prix Nobel. Sims. J'ai dit Smith. Sims, pardon. Christopher Sims. Eh bien, c'est Patrick Artus qui va nous en parler. Qui sont-ils ? Ils sont américains, ça n'est pas une surprise. Américains. Ils sont américains, bien sûr. Ils enseignent à New York. Ils sont américains, bien sûr, Patrick Artus, on va dire. Non, on est Maurice Allais. Oui, combien de temps si vous voulez. Non, juste un mot. Et puis j'aurais juste. Bon, Sargent, c'est un des pères des anticipations rationnelles, hein, donc de la théorie qui dit que les individus se forment des anticipations parfaites ou rationnelles du futur. Et qui est quand même un des bouleversements de la théorie économique. On peut être d'accord ou pas, mais c'est quand même un bouleversement de la théorie économique. C'est la base de toute la théorie moderne des politiques monétaires, par exemple, hein, sur le fait que les agents économiques savent anticiper ce que les banques centrales vont faire. C'est la base de la théorie moderne du chômage. Enfin, donc c'est extrêmement important. Sims, c'est le pape initiateur de la théorie sérieuse de la causalité. Il a un article célèbre qui regarde si... Est-ce qu'on peut induire de ce que quelque chose s'est produit après quelque chose d'autre, qu'il y a une causalité entre ces deux événements? Il a développé des techniques statistiques pour essayer de tester la causalité. Donc c'est le début de la causalité sérieuse. Il y a un article qui est formidable et que les articles de presse sur Sargent n'ont pas cité. C'est l'article qu'il a fait avec Wallace il y a très longtemps, qui est prémonitoire de ce que nous avons aujourd'hui. C'est un article qui s'appelle « L'arithmétique monétariste déplaisante », qui explique que si dans un pays on fait du déficit public, mais qu'en même temps on a une banque monétaire qui est très conservatrice, très restrictive, elle va pas créer de monnaie pour financer le déficit public, donc parce qu'elle veut pas d'inflation, donc on va accumuler une énorme dette publique, et à un certain moment on peut plus accumuler de dette publique supplémentaire, et là la Banque centrale est forcée de créer une montagne de monnaie pour continuer à financer le déficit public qui peut pas être financé par la dette, et on finit avec beaucoup plus d'inflation que celle qu'on a cru éviter au début. C'est pour ça que c'est déplaisant. Et ça s'appelle la BCE en gros, hein, donc c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la crise des dettes souveraines. Donc c'est un article extraordinaire. Et l'Allemagne aussi, c'est la BCE et l'Allemagne. Voilà, donc lisez Sargent Wallace, vous comprendrez tout à la crise de la zone euro. Merci. Ceux que ça nous intéresse, on vous mettra bien sûr la référence sur le site. L'article original est introuvable parce que il est introuvable, j'allais vous le demander. Oui, c'est très dur à trouver. C'est une revue d'une réserve fédérale. Je crois que c'est Saint-Louis, mais enfin on peut. Merci de nous dire de mettre la référence. Ça va faire plaisir à tout le monde. Merci encore à tous les trois. Je suis pas sûre qu'on ait encore le temps. Non, on n'a pas le temps. D'autres actualités cachées. Je l'ai dit, celle-ci était assez visible, mais vous nous avez quand même éclairé sur la personnalité de ces deux prix Nobel, Patrick Artus, Nicolas Bavret, Xavier Tinbeau et bien sûr Olivier Pastrette est avec nous. Aujourd'hui, je rappelle donc ces rencontres de la Méditerranée, cette semaine économique de la Méditerranée. Nous avons parlé dans le cadre des rendez-vous de la Méditerranée de la transition économique dans ces pays après les mouvements que l'on sait dans les pays arabes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Comme d'habitude, à 11h. Auparavant, nous allons saluer notre équipe, Philippe Palarès, Laetitia Koya. Laetitia a réalisé notre émission. Merci
à eux. Bien sûr, Laurence Genepin pour la préparation, la documentation. Et rendez-vous aussi sur notre site où vous pourrez réécouter notre émission si vous le souhaitez, voir les références que nous espérons avoir le temps d'installer et également laisser vos commentaires ou commenter entre vous nos propos. Très bonne journée à tous.